Hello hello, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui on parle jeu de cartes à collectionner et pas n'importe lequel, c'est la deuxième vidéo sur le jeu de cartes à collectionner Riftbound, le TCG de League of Legends et le TCG de Arcane. Et Julien, tu as représenté la boutique Garageux, t'es allé sur Paris, t'as vu l'éditeur, t'as vu Riot Games, t'as vu VS qui tout le monde. T'as vu tout le monde. Tout le monde. Vous étiez une centaine dans un hôtel VIP et t'as À la passé Défense. à la Défense à Paris. Voilà. Et on va aujourd'hui vous donner les informations officielles de tout ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire avant la sortie en octobre du jeu, la sortie officielle dans le monde entier. On va dire ça sort en Chine là cet été, mais après en Europe, etc. ça sera au mois d'octobre. En Europe, aux US à partir d'octobre, en Chine en août. En août, ça a été légèrement décalé. Ok. Et tu vas donc nous donner toutes les infos qui sont pas des rumeurs, puisque pour le coup c'est l'éditeur qui a donné. On a vraiment les vraies infos et je le prouve, parce que bon après on va dire. J'ai mon petit badge avec mon nom et en fier représentant de la Garageux. J'ai été adoubé par toi pour pouvoir représenter la Garageux. Donc voilà, vous voyez tout ça. Et donc on était effectivement réunis pour avoir les dernières infos et on va vous faire un petit résumé de tout ça qui est noté là-dedans. Ça c'est bien cool. Donc évidemment cette vidéo s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout le monde, donc que ça soit les amoureux de la série. Donc je vous rappelle que vous pouvez voir la vidéo précédente qui sera en description, qui rappelle un peu dans les grandes lignes ce que c'est le jeu. Et tu vas évidemment toi nous donner encore plus d'infos. Donc ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, restez jusqu'au bout parce qu'il y aura plein d'infos pour savoir si oui ou non ce jeu peut être fait pour vous, parce que je pense que tu as eu pas mal d'infos quand même. Moi j'y avais joué sur internet, toi tu n'y avais jamais joué et donc tu as pu découvrir directement avec l'éditeur. On a pu y jouer directement avec l'éditeur, avec des decks de démo. Donc je ferai un peu mon petit retour aussi de cette expérience, donc voilà. Bon, ouais, vous avez bien mangé? Ça allait. Ça c'est bien, ouais. C'est le plus important. C'était bien. Non, on était bien reçus. Alors, je pense que ce qui est important avant de rentrer dans le détail du jeu, c'est un peu la structure, parce que je trouve que la structure qu'ils ont choisie est un peu original, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir que Riot Games s'est vraiment grandement investi dans ce TCG. On n'est pas sur une société qui a donné à un éditeur voilà, tu as la licence et débrouille-toi pour créer un jeu qui aurait pu être fait par exemple avec Star Wars. Star Wars, c'est Disney a dit écoute, toi tu es FFG, tu sais créer des jeux de société, je te donne la licence et puis tu te débrouilles, tu me fais un TCG. Là, le jeu a été designé et playtesté par Riot Games. Donc ça c'est je pense important, parce que ça veut dire que derrière, en termes d'implication, en termes de marketing, en termes de suivi du jeu, on va avoir toute la puissance de Riot Games, et tout le monde sait ce que Riot Games aujourd'hui est capable de faire quand on voit Arcane, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, et les moyens qui ont été mis. On peut avoir cette assurance-là, c'est que derrière, c'est pas un jeu qu'on va balancer comme ça, on a vraiment une structure qui est solide, qui croit en ce jeu, qui a investi dans ce jeu. Donc pour la pérennité du jeu, après pour dire à long terme c'est compliqué, mais au moins à moyen terme on peut quand même être assuré. Et les gens de Riot Games étaient là pour nous présenter un peu une vision très globale de ce que Riot Games cherche à faire, et pour vraiment assurer qu'ils étaient vraiment investis. Donc ça c'est important, et l'idée c'est d'avoir un peu de la cross communication avec tous leurs événements qu'ils font pour le jeu vidéo, que ça soit les événements MSI internationaux ou les Worlds et autres, où il va y avoir vraiment une communication et du cross média entre le jeu vidéo, le TCG, Arcane, donc on voit qu'ils veulent vraiment travailler sur la licence, et qu'ils l'ont pas balancé à quelqu'un comme ça en disant débrouillez-vous, ça marche tant mieux. Il y a vraiment un soutien. Donc ça, je pense que c'est important. D'ailleurs, à souligner que quand ils étaient en phase de bêta, ils ont montré le visuel aux fans, et les fans étaient pas contents du visuel, ça leur plaisait pas, et donc ils ont, avant la sortie, ils ont décidé de tout rechanger complètement le design pour aller plus proche des joueurs. Ça veut dire qu'ils sont vraiment, comme tu disais, vraiment à l'écoute des personnes. Donc après, donc Riot Games, comme on avait dit, vraiment investi. Et après, au-dessus, on va avoir, en partenariat, on a UVS.
UVS Games. Donc c'est eux qui ont fait le principal de la présentation durant cette journée, et qui sont en fait, on peut considérer comme les éditeurs. Donc ils vont s'occuper de tout ce qui va être fabrication, de tout ce qui va être commercialisation, de tout ce qui va être un peu aussi chapeauté tout ce qui est jeu organisé. Donc on va dire des activités d'éditeurs. Et après Blackfire pour la distribution en Europe, Nova Illis pour la distribution en France. Donc on voit que comment est structuré en fait les différentes personnes qui vont graviter autour de la commercialisation du jeu Riftbound. Ok. Donc ça va être, ils sont bien investis tu vois qu'ils sont bien investis dans le projet en tout cas. Mais voilà, c'est à la différence peut-être de certains jeux ou de certaines personnes qui donnent une licence et puis qui font faire. Non, là c'est pas du tout ça, c'est leurs équipes qui ont fait ça. Oui, il y a aussi le fait que ils vont utiliser des artistes Riot Games qui travaillent déjà pour Riot Games, qui vont travailler sur le design des cartes. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de vraiment unifié en termes de rendu visuel et graphique. Je pense que ça se voit dans les premières visions qu'on a eues des premières cartes. Donc on a quelque chose, on va avoir vraiment une vraie unité. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de cartes aujourd'hui pour lesquelles ce sont des graphismes déjà existants qui ont été utilisés. Mais bien entendu, au fur et à mesure que le jeu va se développer, on va sûrement avoir de nouvelles illustrations originales qui vont arriver et de plus en plus d'illustrations, quoi. D'ailleurs, je me permets juste d'intervenir 2 secondes, puisque effectivement, vous pouvez aller sur le site de Riftbound League of Legends, et dessus vous avez des cartes qui sont petit à petit révélées pendant tout cet été. Je veux d'Eleona, non pas l'autre là, celle-là qui est juste à droite là, avec le graphisme alternatif. Voilà, c'est ça. C'est celle-là que tu veux, toi. Ok, très bien. Puisque je joue Leona à League of Legends en support. D'accord. Ok. Tu joues à League of Legends, toi. Ouais. D'accord. Ok. Donc là, vous allez pouvoir tout retrouver. Alors. Là, ce que vous voyez là, donc à l'écran, c'est intéressant que ce soit les designers d'ailleurs du jeu qui font les graphismes et tout ça. Par contre, on l'a pas dit au début, mais pour l'instant, ça sera en anglais. Je l'avais dit sur la première vidéo. Le jeu sera en anglais pour l'instant. Je vais en parler aussi. Ouais. Donc juste, vraiment là, ce sont des informations officielles qu'on nous a données. Il y a quelques petites choses que je peux pas vous dire. Donc clairement, on nous a dit ça, c'est confidentiel. Alors. C'était pas confidentiel parce que c'était un secret d'État, mais c'est entre guillemets confidentiel plus parce qu'ils voulaient pas qu'on communique sur ça, parce que pour l'instant c'était pas sûr à 100% qu'ils allaient travailler de cette manière. Donc il y a des fois des choses dont je vais pas parler, mais c'est parce que peut-être qu'ils les ont évoquées, mais ils préfèrent ne pas qu'on en parle parce que c'est pas fixé et défini à 100%. Autre chose que je peux pas vous montrer malheureusement, c'est des photos des jeux de démos avec lesquels on a joué, des cartes, puisque ça c'est pareil, c'est des impressions qu'ils ont fait spécifiquement pour cet événement et qui sont pas encore forcément définies à 100%, que ce soit en termes de graphisme ou de texte. Donc ils préféraient pas que ça soit dévoilé tant que c'était pas sûr à 200%. C'est pour ça que je pourrais pas vous montrer des petites photos des decks qu'on a utilisés, quoi. Et oui, parce que comme on disait là, celles qui sont révélées, qui sont officielles, elles sont sur le site. Mais il y en a quelques-unes, il y en a pas mal qui sont coming, donc effectivement t'en as peut-être vu, toi, qui sont pas encore révélés sur le site et qu'on pourra pas vous révéler malheureusement aujourd'hui. C'est ça. Je suis désolé. Alors donc tu disais plein d'infos pour tout le monde. Peut-être ceux qui arrivent sur cette vidéo, il y en a qui vont se dire nous on est déjà peut-être intéressés, ils sont peut-être renseignés. Est-ce que les gens qui aiment le TCG, les jeux de cartes à collectionner, mais qui ne sont pas amateurs de Riftbound, tu crois qu'ils peuvent rester jusqu'à la fin de cette vidéo? Oui, après voilà, moi je vais quand même un peu parler de tout et de tous les aspects en fait de ce qui fait un TCG, donc l'aspect jeu, l'aspect collection et l'aspect jeu organisé, puisque je pense qu'ils ont bien compris au niveau de Riot Games ou du VS que c'était le jeu de cartes à collectionner. Il y a l'aspect jeu, l'aspect compétition et l'aspect collection, et donc on va couvrir ces 3 aspects-là puisque ça a été couvert lors de cette présentation, quoi. Okay. Donc ça peut concerner tout le monde, même les gens qui sont pas fans peuvent très bien se mettre au jeu. Oui, après c'est comme tout, il y a dans un TCG, on va avoir la mécanique de jeu qui peut nous intéresser, mais après c'est sûr que on va avoir si on aime
le monde de Riot Games, si on aime ça, d'avoir des belles cartes ou autres, on va même avoir peut-être des gens qui vont acheter les cartes juste pour la collection. Ce qu'on peut voir pour des jeux comme Lorcana par exemple, ou comme des jeux comme Pokémon, Star Wars peut-être un peu moins, mais on va pouvoir avoir des gens qui vont peut-être juste acheter les cartes parce qu'elles sont belles et parce qu'ils sont fans de l'univers. Et après, c'est sûr que si on est amateur de TCG et si on aime l'univers, moi c'est un peu mon cas. Bon, on va peut-être avoir du mal à résister, quoi. Je comprends. Hier d'ailleurs, j'ai une personne qui est venue à la maison, là, un ami qui me disait moi je serais intéressé par le jeu juste pour collectionner les cartes, quoi. Voilà. Typiquement. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je vais déjà en parler, je pense qu'il y a de fortes chances que il y a un gros succès au lancement. Et que je dis clairement que malgré tout ce qu'ils nous ont dit et autres sur le fait qu'ils ont prévu suffisamment de cartes, que ça sera possible d'avoir des réimpressions ou autres, je pense que comme beaucoup de TCG, on va avoir une rupture assez rapide au niveau du 7.1. Ça c'est. Tu penses que Ah oui, parce que vu la puissance marketing qu'il y a derrière, vu le jeu, je pense que ça risque de faire de très 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 bien marcher, en tout cas au tout début, et on risque de se retrouver assez vite avec des cartes qu'on n'ont pas assez de cartes. Enfin, c'est mon sentiment comme ça. Alors c'est vrai que moi, dans tous les cas, on a, en tant que boutique, là, on a pu précommander déjà il y a quelques semaines. Donc moi, j'avais fait déjà une première préco. Je vous avoue que là, sur la première préco, on m'a déjà tout réservé. Voilà. Sachant qu'on n'a pas encore les allocations exactes. Donc j'avais dit, là, globalement, je vais les fermer. Ceux qui peuvent m'envoyer des mails en me disant, moi, j'aimerais bien réserver. Et après, évidemment, quand ça va être sorti avec les allocations officielles, et là, on pourra évidemment commander, parce que là, pour l'instant, on sait pas combien Riot Games va pouvoir, Riot Games plutôt, UVS. C'est UVS. Donc, pour le coup, c'est UVS. Donc, quand on leur a demandé clairement, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question, ils ont prévu beaucoup, mais est-ce qu'ils ont prévu assez? Ils savent pas. Alors après, ils ont assuré qu'il y aurait des réimpressions régulières. Qui serait fait le plus rapidement possible. Mais bon, voilà, après, on a quand même des contraintes, des délais d'impression et autres, après d'autres sets qui arrivent, des contraintes de calendrier avec d'autres impressions. Voilà. Donc on ne sera pas à l'abri d'une pénurie, et si ça marche vraiment bien et qu'on peut avoir des effets où des gens vont acheter énormément de cartes pour les mettre à la revente, comme ça se passe souvent pour les premières saisons de beaucoup de jeux, je pense qu'il faut s'attendre à avoir une pénurie assez rapide sur les cartes. C'est clair, quand tu dis ça, je vais avoir un nombre de précommandes importantes là. Eh ben oui, mais bon, voilà, après c'est ton avis en tout cas. C'est mon avis quand je vois un peu l'impression. Parce que donc, ce qu'on nous a bien dit, donc on va avoir le set 1 qui s'appelle le set 1, c'est Origins. Donc clairement, c'est le set qui va être constitutif de l'identité du jeu, et dans ce set, on va avoir des cartes qu'on appelle des staples, donc c'est des cartes qui sont presque obligatoirement jouées dans tous les decks. Ça sera notamment les cartes sceaux. Donc on peut en voir une là justement qui est ici. Là, descend. Oui, les sceaux. Voilà, oui, ici. Voilà. Donc, ce sont des sceaux. Pourquoi est-ce que ce sont des cartes qui vont être jouées partout? Parce que en fait, c'est presque des ressources gratuites qui vont pouvoir, quand tu vas les incliner, de générer une ressource. Donc, si tu commences à le jouer pour un coût qui est très faible de base, donc c'est quelque chose qui peut t'apporter un avantage après dans le jeu. Donc ça, clairement, ce sont des cartes qu'on dit staples, parce qu'ils vont être indispensables entre guillemets dans le jeu, que ça soit dans le jeu notamment compétitif. Donc vraiment Origins va avoir ce type de carte là, donc ça sera un set vraiment incontournable pour qui veut vraiment s'investir dans le jeu. Alors je me permets d'intervenir quand même, parce que du coup ils disent que ça va être incontournable et que ces cartes là va y en avoir entre guillemets besoin parce qu'elles sont très fortes. Et effectivement, pour y avoir joué, c'est clair qu'elles sont indispensables, parce que effectivement ça t'évite d'avoir tes runes qui se barrent et que après ça fait le café quoi. Par contre, comme il y aura, je sais pas s'ils ont parlé de la rotation, c'est quand même confirmé qu'il y aura une rotation, on sait pas laquelle. C'est confirmé. Donc ça veut dire que dans tous les cas, les cartes seront pas jouées pendant 10 années non plus, donc elles seront sûrement réimprimées. C'est ça. Donc encore une fois, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on va avoir une rotation, mais il y a de fortes chances que ces cartes qui soient presque indispensables soient réimprimées après pour tenir compte de la rotation. Donc typiquement, la rotation, c'est quelque chose pour laquelle je peux pas vous dire
puisque aujourd'hui la rotation est pas encore clairement définie. Donc est-ce que ça sera 2, est-ce que ça sera 3 ans, on sait pas. Est-ce que ça sera un nombre de sets, est-ce que ça sera, voilà, c'est le genre de choses qui sont pas encore définies à 100%. Après, ce que vous avez l'air de dire, sur Internet de leur part à eux, c'est que de toute façon, ça serait pas avant 2027 ou un truc comme ça. De toute façon, d'après ce que j'avais compris. Ah oui, de toute façon, ça sera pas avant 2 ans. Voilà, c'est ça. Donc, quoi qu'il arrive. Ça sera pas avant 2 ans. Donc là, on a ces cartes-là, qu'on va avoir un petit moment. Donc on est, donc ça va être vraiment un set, qui sera important. Mais c'est normal, c'est un peu le set qui démarre le jeu. Donc c'est là qu'on va avoir les cartes, il faut qu'on ait des cartes puissantes et intéressantes dès le début. C'est un set de 298 cartes. Donc on le voit sur les numérotations. En termes de bon, je pense qu'il y a pas mal d'infos qui ont été dites par rapport à ça, mais on va avoir 5 raretés de cartes. On va avoir la commune, la peu commune, la rare, l'épique. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les overnumbered ou les graphismes alternatifs. Donc là, par exemple, c'était un graphisme alternatif qu'on a vu et qui seront là par contre beaucoup plus rares, mais qui seront pas des cartes qui existeront en version moins rare, mais qui auront un traitement spécifique, ces cartes-là. Mais c'est vrai il y a un gros aspect collection parce qu'en plus il y a des cartes qui sont signées, donc c'est les cartes les plus rares. Ça, on parlera après quand on abordera la collection, mais c'est vraiment après le dernier niveau de rareté, c'est des cartes de collection, puisqu'on va les trouver en une rareté inférieure pour jouer, ce qui est quand même bien. Parce que sinon il y en a certaines cartes au niveau du taux de drop, de la possibilité, c'est vraiment très je crois qu'il y en a une, c'est genre une toutes les je sais plus combien, 7 cases ou un truc comme ça. Je vous dirais, il y en a, c'est très limité. Donc vraiment pour la collection. Donc après le jeu est organisé comment? On va avoir 3 types de cartes. Donc on va avoir une légende. Donc la légende, c'est notre héros. Donc notre héros, si tu peux en montrer un, Yasuo par exemple, c'est celui que j'ai joué hier dans le deck de démo. Donc le héros, c'est une carte qu'on va avoir sur le plateau de jeu, et il va avoir 2 domaines qui sont représentés par 2 couleurs. En tout, on a 6 couleurs. Donc là, on va retrouver quelque chose d'assez connu dans le TCG, et notamment au niveau de Magic. Donc clairement, quand on va jouer Yasuo, on pourra mettre dans notre deck des cartes vertes ou des cartes violettes. La légende va définir un champion qui doit avoir le même nom que lui. Donc clairement, ça sera le champion Yasuo, qui est une autre carte. Ça, par contre, c'est une carte qu'on va pouvoir jouer et qu'on va pouvoir utiliser comme champion pour le mettre sur le plateau de jeu et pour le faire combattre. Et ce champion va devoir avoir le même nom que notre légende. Et une des spécificités aussi, c'est que au début du jeu, on pourra avoir un de ces champions qui va être disponible sur le plateau de jeu et comme une extension de notre main, et qu'on va pouvoir, quand on aura assez de mana, enfin d'énergie ou de runes, on va pouvoir le jouer et le mettre en jeu. Donc c'est quelque chose qui va permettre de vraiment, on a accès à une part de notre deck de c'est ça, et on a le jeu qui va être très typé par cet aspect, donc notre légende qui va nous donner notre couleur, mais aussi un champion qu'on a disponible tout de suite, et ce qu'on appelle des cartes signatures, qui sont qui sont spécifiques à ce champion. Donc on va avoir entre guillemets un cœur au niveau de nos cartes. Donc là c'est la carte signature, c'est pas pour le champion de Jinx, mais qui va donner vraiment un gameplay et une façon de jouer le champion, et ce que je trouve qui est assez sympathique de ce que j'ai vu. Par exemple, j'ai joué avec Victor et j'ai joué avec Yasuo, on a vu Volibear aussi et Jinx. En fait, la façon de jouer le héros va énormément ressembler à comment on le joue dans le jeu vidéo. D'accord. Et là, je pense qu'on voit vraiment la patte de Riot Games, c'est-à-dire que ils ont voulu faire en sorte que la sensation de jeu qu'on va jouer un de nos héros ressemble à ce qu'on va ressentir quand on joue ce même héros dans le jeu. Donc ça, pour le coup, des héros que j'ai vus, je pense que c'est une réussite.
Dans la sensation. Après, c'est que t'as vraiment comment dire, le héros, la légende aggro, t'as la légende qui va être plus long à se mettre en place, etc. C'est ça. Donc après, on va retrouver des types de jeux global qui sont le TCG, aggro, midrange, contrôle, des choses comme ça. Mais en plus, on a vu qu'on a notre légende, notre champion et la carte signature, on a une orientation de mécanique qui va faire penser à la façon dont on joue le héros dans le jeu vidéo. Et ça c'est bien. Et je pense que c'est là qu'on voit un peu peut-être la patte de Riot Games, qu'ils ont voulu garder l'identité de leur héros. Donc comme on regarde par exemple Jinx, eh ben avec la super méga Death Rocket, donc si tu reprends la signature card, eh ben ça fait quoi? Bah ça fait 5 dommages à une unité, quoi. Elle fait du donc dégât, elle balance un gros elle réfléchit pas, quoi. Voilà, elle balance une grosse roquette, et c'est très typique du héros, donc ça on retrouve ça, donc ça c'est plutôt bien. Après on va avoir les cartes runes, donc ils vont servir de mana, mais bon ça on parlera peut-être mais à la fin pour pas embêter le monde et ceux qui veulent rester un peu plus de comment se joue le jeu. Et puis après toutes les autres cartes qu'on va pouvoir jouer, donc on va avoir soit des sorts, on va avoir des objets ou on va avoir des unités, pour faire rapide. Ce qui est quelque chose aussi qui est important, c'est qu'ils ont prévu des cartes pour le multijoueur typiquement. Donc il y a l'idée pour eux, c'est que le jeu doit pouvoir se jouer de 2 à 4 joueurs et que à 4 joueurs, on ait vraiment une expérience de jeu très intéressante et typique, donc et spécifique. Donc ça veut dire qu'il y a des cartes qui disent tous les autres joueurs vont pouvoir faire ça. Ah ouais, tu peux les jouer quand même en 1 contre 1. C'est des cartes qui... Ah oui, tu peux les jouer, mais sauf qu'elles vont vraiment prendre tout leur potentiel quand on va jouer à plusieurs, parce que c'est une carte qui va dire tous les joueurs peuvent faire ça, par exemple, peuvent prendre une action. Moi, tu vois, je me suis posé la question, je l'avais dit d'ailleurs sur ma première vidéo, je me suis dit... Évidemment, les jeux de cartes à collectionner et de TCG, quand ils font des jeux organisés, des tournois, veulent faire du 1 contre 1, mais je me demande quand même si ce jeu-là, à terme, alors je projette et j'ai pas encore suffisamment de recul, mais est-ce que ça sera pas justement un qui développera, il y a sur Magic il y a le Commander, mais qui était pas au départ le format officiel. Et je me dis, est-ce que ça, sur Redmond, est-ce que ça va pas devenir vraiment un format compétitif? Toi, tu dis peut-être pas parce que c'est plus compliqué à équilibrer, mais alors, je me disais... clairement, les formats compétitifs en TCG, on peut avoir des événements multijoueurs, mais le format compétitif est 1 contre 1. De par le fondement même du TCG, qui est un affrontement, on va avoir, donc ils veulent organiser des événements multijoueurs, mais de base, par essence, le compétitif c'est 1 contre 1. Donc ça, tu pourras pas... Je me demande comme ça va pas tirer des gens, justement, le fait qu'on puisse jouer en équipe, en 2 contre 2, tu vois. Si, mais ça restera plus dans du jeu entre amis, friendly. Un peu casual, friendly, donc 1 contre tous, ou en équipe 2 contre 2. Bon, ils commençaient à réfléchir à des équipes entre 5 contre 5, un peu comme dans League of Legends, avec 2 joueurs qui s'affrontent sur la top lane, 2 joueurs qui s'affrontent sur la bot lane, 1 joueur pour la mid lane, et puis en fait on fait en BO3, et donc on regarde qui a gagné chaque lane, et puis l'équipe qui a gagné le plus de lane, gagne. Donc pour essayer de retrouver un peu le côté du jeu vidéo. Donc voilà, il y a plein d'idées comme ça qui sont en train de réfléchir et d'infuser, mais le compétitif tournera autour du 1 contre 1. Par contre, on aura aussi beaucoup d'autres modes de jeu en équipe, et on a vraiment des cartes qui ont été faites pour le jeu multijoueur, parce que c'est quelque chose aussi d'important pour eux, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les TCG. C'est vrai. Donc voilà pour le petit aperçu global. Après, on va peut-être parler du timing, de comment ça va se passer, et des produits qui seront disponibles à terme pour le jeu Riftbound. Donc au niveau des timings, donc là on est ce qu'ils appellent la phase de playtest. Jusqu'en juillet, en fait, on est dans la phase de playtest où il y a aussi des vidéos qui sont faites par des influenceurs
influenceurs pour montrer un peu comment fonctionne le jeu. Ça doit durer jusqu'à fin juillet, et à partir de août à octobre, on passe dans la phase démo. Et donc dans cette phase démo, les boutiques qui ont précommandé vont recevoir des packs de démo, donc qui seront des decks de démo qui seront spécifiques. Donc on va avoir 3 sets de démos qui seront disponibles. Ou 4. Alors attendez, il faut que je retrouve où je l'ai noté. Voilà, donc ce qu'ils appellent les trial decks. En France, on les aura à partir de plus ou moins septembre, ils t'ont dit. Hein, alors, ça, normalement, c'est de août à septembre, donc août-septembre, puisque on sort en octobre, donc ça sera plus début septembre que début août, de ce que j'ai compris des discussions que j'ai eues avec les gens. Et donc on va avoir 4 decks de démo, donc c'est ceux qui avaient lors de cet événement, donc Victor, Jinx, Volibear et Yasuo. Et donc ces decks de démo seront dans les boutiques qui ont précommandé, et ils seront disponibles pour les gens pour tester le jeu et voir comment ça fonctionne. Et à partir d'octobre, on va avoir la commercialisation du jeu, et là on va avoir plusieurs types de produits, et on va avoir une spécificité pour ce set-là en termes de release, et ça j'y reviendrai un peu après. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme produit? Alors on va avoir un premier produit qui est assez original, je trouve, qui est Proving Grounds. Qui est alors nous pour le coup on a eu un truc mieux que ça, un truc mieux parce qu'on avait moi, j'ai un truc un peu pourri, un design de la boîte. Donc tu peux le remettre rapidement. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans Proving Grounds? Déjà, on aura une présentation qui va faire penser à un jeu de plateau. C'est-à-dire qu'on va être sur une boîte carrée qui sera assez grande. On va avoir 4 decks. Donc dans ces decks, on va avoir 4 héros qui sont Yi, Maître Yi, qui sont Lux, qui sont Garen et Annie. Donc on a 4. Oui. Non, j'allais te dire, il me semble qu'en plus il y a des cartes que tu auras pas si tu les auras que dans ces decks-là. Alors, ce sont des cartes spécifiques. C'est-à-dire que ces cartes-là ne se trouvent que dans le Proving Grounds. Ce sont des cartes plus simples que dans le jeu normal, et Riot Games et UVS pensent que ces cartes ne seront pas utilisées en compétitif parce que ce seront des cartes qui seront plus simple et moins forte, et qu'il y aura des équivalents dans le jeu classique qui seront plus puissantes. Mais on est vraiment sur un produit qui est spécifique, qui aura sûrement moins de mots-clés qui pourront poser souci. Il y aura des règles qui seront des règles de démarrage pour apprendre à jouer. Donc les 4 decks qui sont préconstruits. Il va y avoir des playmats. Alors on nous a indiqué que ça serait pas des playmats en papier. Ah, parce que pourtant le tarif est pas très, ouais. Enfin je veux dire pour voilà, moi je le sors à 36. Ça sera 36 € à 4 joueurs. On n'a pas dit exactement comment il serait, mais a priori ce seront pas des playmats en papier, et il y aura des petits standees avec les personnages qui vont permettre de compter les points, puisque en fait pour gagner il faut réussir à accumuler 8 points, donc des petits standees un peu collector aussi, avec le héros d'un côté qui sourit et puis de l'autre côté qui fait la tête en fonction de si vous avez gagné ou pas, et donc c'est vraiment une version simplifiée du jeu avec des champions exclusifs et des cartes spécifiques. Donc c'est un produit un peu pour le vrai joueur de TCG et autres, c'est un produit, c'est pas le jeu, le vrai jeu. Par contre, pour faire découvrir le jeu et pour être une passerelle et une porte d'entrée au jeu compétitif, ça peut être une bonne idée. Et c'est vraiment fait pour jouer en multi, pour faire un produit. On peut jouer de 2 à 4, mais c'est vraiment fait pour être un produit familial, quoi, par exemple. C'est-à-dire que vous avez 2 parents, 2 enfants, vous achetez ça et vous jouez ensemble, quoi. Donc, est-ce que ça va, c'est assez, je crois pas que d'autres TCG aient proposé ce type de produit, il me semble pas.
Moi, j'ai pas trop idée. Tu parles pas du fait que ce soit qu'on puisse jouer à 4, le fait que tu puisses avoir une entrée que ça soit de gamme, simplifié, avec le jeu simplifié. Il y a des choses un peu, mais pas à ce point-là, je pense pas. Pas à ce point-là. Sur Flash and Blood, t'as les First Strike qui s'appellent, où les First Strike sont vraiment, oui, mais c'est encore plus facile que, enfin, c'est plus, ouais, mais c'est pas sur un format comme ça, boîte, avec le... Là, ils ont vraiment fait tout l'effort nécessaire pour effectivement faire venir les gens. Donc, l'idée, c'est vraiment, de proposer peut-être à des gens qui connaissent Arcane ou LoL, mais qui ont jamais joué à des jeux de société, peut-être, parce qu'ils ont toujours joué à des jeux vidéo, une porte d'entrée, au TCG. Donc, à voir si ça prend, si ça fonctionne. C'est une bonne question pour quelqu'un qui est pas fan de TCG ou que ça fait un peu peur ou autre. Ben ça peut être peut-être une bonne solution. Bah, c'est le tarif qui m'a, parce que tu vois, par exemple, cet été, va y avoir sur Flash and Blood, il y a Smash Palace, mais qui va sortir à 80 € presque, ou je sais plus combien. Alors que là, on est à 36 €, tu joues à 4 joueurs. Pour jouer à 4 avec des, c'est pas mal. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment ce qui m'avait fait un peu tiquer là, je trouvais assez donc, sympa. Parce que je crois qu'il y a au moins 16 héros, je sais plus combien il y en a beaucoup des héros, je sais plus combien, et donc les héros tu les retrouveras aussi à la fois là-dedans, mais donc tu vas les retrouver dans les displays aussi. Alors là on est sur des héros exclusifs à Proving Grounds, et avec des cartes spécifiques. C'est-à-dire que ces héros-là tu les retrouveras pas même avec d'autres stats. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, dans le set Origins, tu les auras pas. Ils y seront pas. Donc ensuite, on aura bien entendu les boosters, tout à fait classique. Donc on a la composition des boosters. Je pense qu'il y a les gens en ont déjà parlé, mais là vraiment on a eu la composition qui a été confirmée. Donc un booster c'est 14 cartes. On va avoir 7 cartes communes. On va avoir 3 cartes Unco. Peu communes, c'est dans les cartes peu communes qu'on va pouvoir trouver les battlefields, puisque les battlefields, donc ils sont les champs de bataille, sont des cartes peu communes. Et après, on va avoir 2 cartes rares ou plus en termes de rareté. Après, on va avoir un free slot, ce qu'on appelle, donc c'est une carte foil, mais ça va être n'importe quelle rareté. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir avoir un truc complètement fou. Et après, on va avoir un token. Donc un token, ça va pouvoir être une rune, ou ça va pouvoir être des tokens de recrues ou d'unités qui sont notamment utilisés par Victor, que j'ai joué. Tu l'as joué aussi. Ouais, j'ai joué aussi, qui était assez rigolo à jouer aussi. Donc voilà, 14 cartes et la composition des boosters. On va avoir des displays qui auront 24 boosters dans chaque display, et on va avoir pour le set 1 Origin 3 decks de champions. Et je me permets aussi de dire attention, parce qu'il y en a qui voulaient me commander qui voulaient prendre des cases, parce que souvent les gens prennent des cases. Attention, les cases, c'est pas comme certains de CCG 4 displays, c'est 6. C'est 6. Donc attention, si vous voulez, il y a plus de... Alors pour moi, c'est 6 parce que Star Wars, c'est 6. Donc oui, pour moi, c'est normal. Mais moi, c'était normal. Mais ça dépend, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, en tout cas, c'est 6. C'est 6, ouais. Tout à fait. Et donc on va avoir les decks de champions. Donc le deck de champions, on va avoir 3 héros possibles. On va avoir Lee Sin, Jinx et Victor. Donc voilà, tu l'as ici. J'en ai un qui est là qui se balade. Je vais les montrer après. Hop là, je les ai mis où? Ils sont là. Ouais, c'est ça. Hop. Donc Lee Sin, Jinx et Victor. Donc dans un deck de champion, on va avoir une boîte, une boîte pour pouvoir ranger son deck. On va avoir un playmat en papier. On va avoir des règles de démarrage rapide, et on va avoir un booster en plus du deck du champion. Donc on aura un petit aperçu. Et il faut savoir que tous les sets auront aussi leur deck de champion. De la même manière, on aura 3 decks de champions à chaque nouveau set qui vont sortir, des boosters et des displays. Donc ça c'est la base. On va avoir voilà, c'est un peu la base des produits qu'on va avoir. Il est prévu d'y avoir des accessoires, donc des playmates, des sleeves, des deckbox. Pour l'instant, on n'a pas de visuel, donc c'est encore en design ou en fabrication, voilà. Mais il y aura un set d'accessoires. On sait pas encore qui c'est qui va les faire. Bon, en tout cas, on nous l'a pas dit clairement. Et tout est imprimé au Japon. Ça va être plus long pour arriver, ça.
c'était un peu l'info qui était demandée par rapport à l'aspect qualitatif des cartes et le fait que si on a une réimpression, est-ce qu'on va avoir toujours la même qualité de carte. Aujourd'hui, les cartes sont imprimées au Japon. Et s'il y a des réimpressions, elles seront aussi réimprimées au même endroit. Et on n'aura aucune différence entre une première, une deuxième, une troisième ou une quatrième impression. Et les couleurs, etc. Au moins, il n'y aura pas de problème de... Et voilà, normalement, les couleurs, le rendu, la finition devrait être... Après, je dis le délai, mais en fait, en même temps, ils auront peut-être pas les 4 ans de liste d'attente qu'on a quand on va sur... C'est ça. Alors, Tamundi, etc. Quelque chose qui est important, le jeu est en anglais. Et pour l'instant, il n'est prévu qu'en anglais. Ah, c'est les rumeurs après. Donc, après, tout ce qu'on dit que après le 7.3, on va voir s'il y a eu des ventes et autres et compagnie, je vous le dis clairement, la question a été posée plusieurs fois, il n'y a rien qui nous assure à 100% qu'il y aura une réimpression, c'est pas parce que si, parce que mi. Aujourd'hui, clairement, l'objectif, c'est le jeu est en anglais et rien ne dit que ça sera en français, et c'est peut-être. Mais c'est vraiment un peut-être qui est très vague et ils ont donné absolument aucun critère comme quoi ça pourrait être imprimé s'il y a tant de ventes, si ça soit. Une des objectifs qu'ils vont avoir, en fait, avant même de penser, je pense, à des localisations dans d'autres langues, c'est le fait qu'ils vont avoir un décalage entre la version chinoise et la version anglaise. C'est-à-dire que la version chinoise sort en août, la version anglaise sort en octobre. Donc, ils ont 3 mois et leur objectif, c'est de couvrir ce temps de décalage pour que les ventes se fassent en même temps. Et les sorties se fassent en même temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des cartes qui sont les cartes overnumbered, donc qui sont des cartes qui sont super exclusives, qui sont pas dans la numérotation classique des 298, donc c'est vraiment les cartes super rares. Ils ont fait le choix de ne pas les révéler. C'est-à-dire que tu vas pas les révéler, et en fait, ça va être la personne qui va la tirer en premier, qui va pouvoir en parler et dire sur le réseau social, waouh, j'ai fait la carte de fou, machin. Le problème, c'est que actuellement, eh ben en fait, quand ça va sortir en anglais, on les aura, on les aura toutes. On saura tous que en fait, eh ben il y a ça qui est sorti parce que les Chinois auront pu avoir le truc avant. Et donc ça, en termes d'expérience, on va dire, ou de hype que ça peut créer, bon bah ça va poser souci. Donc ils vont déjà essayer de faire en sorte de rattraper le retard avant même de penser à une localisation. Donc malheureusement, je pense que ça peut venir, mais il y a rien qui l'assure. Alors après l'idée c'est pas de dire acheter à tout prix le jeu, mais je vais quand même te poser une question. C'est est-ce que vraiment c'est un frein? Au bout d'un moment, moi je suis habitué, enfin on est habitué, mais après est-ce que objectivement, est-ce que c'est un frein? C'est pas du jeu narratif. Alors, est-ce que l'anglais, pour quelqu'un qui regarderait cette vidéo et qui se dit ah mince, ça sortira peut-être jamais en français, est-ce que c'est un frein ou pas pour le joueur? Moi j'ai du mal à être objectif parce que je me dis que non. Mais un joueur de TCG, clairement, ça ne sera pas un frein parce que on voit qu'il y a des gens qui vont acheter des cartes en anglais, des fois des cartes en français, des fois la carte en anglais elle est moins chère que la carte en français. On a vite fait de comprendre que ça veut dire ça, et puis on est habitué aux mécaniques, on est habitué au vocabulaire, et puis on va arriver à s'en sortir. Le problème que je vois, c'est que par exemple pour un produit tel que Proving Grounds, qui est fait pour faire entrer les gens dans le jeu, mais là le fait que ça soit pas en français, c'est mort. Clairement. Je vois pas comment une famille qui arrive et puis qui aime bien Arcane et tout et compagnie, elle arrive dans un magasin et voit, oh, ça a l'air trop bien, et puis on regarde derrière, c'est en anglais. C'est fini. C'est pas possible que ça se vende. Pour quelqu'un qui veut découvrir le jeu de cartes à collectionner et qui maîtrise pas un minimum l'anglais, c'est pareil. Ça va être bloquant. Mais est-ce que tu crois que ça serait plus facile pour lui si c'était en français sur les cartes, etc. Oui, parce que déjà tu dois découvrir. En plus, si tu dois découvrir des nouvelles mécaniques de jeu pour lesquelles t'es pas habitué, et en plus tu dois réussir à déchiffrer les cartes, c'est mort. Tu le vois quand t'as des gens qui commencent à jouer, ou des jeunes et autres, ils sont là comme ça, et rien qu'en français, ils essaient de comprendre ce que ça veut dire, parce qu'on a un vocabulaire qui est spécifique, qui est utilisé. Si en plus, alors que tu dois comprendre le sens, mais en plus qu'il faut que ça soit dans une langue étrangère, c'est que ça va clairement être un frein. Pour le joueur de TCG qui est habitué, ou le gamer qui est habitué à jouer à des jeux, des wargames en anglais ou autre,
il y aura pas de souci parce qu'il va y arriver où il va avoir les mécaniques de jeu en tête et il va vite comprendre que tel terme veut dire tel terme, mais les autres non, ça va être bloquant. Ça c'est clairement quelque chose qui a été remonté. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage dans le sens, comme tu disais, le Proving Ground qui est pas très cher et qui est du coup accessible. Bah, du coup, c'est son frein de la langue va peut-être effectivement parce que et du coup les autres joueurs, est-ce qu'ils vont être intéressés par ce produit-là? Même s'il est intéressant, alors que s'ils veulent jouer compétitif, ils vont prendre, ça pose, à suivre, quoi. Ça à suivre et ça risque vraiment de poser souci pour rendre le jeu le plus, élargir le jeu. Après, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont, si on vous achetait les cartes juste pour l'illustration, tu t'en fiches. Que ça soit en français, en anglais ou autre, vous en fichez un peu, quoi. Vous avez les dessins et puis c'est bon. Mais voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pas cette habitude, alors c'est vrai que je me vois pas me dire, tiens, j'achète un jeu, je sais pas y jouer, j'y jouerai jamais, c'est juste pour la collection, mais il y en a plein qui le font, donc c'est vrai que voilà. Ah oui, on voit, il y a des jeux, hein, que ce soit Pokémon ou même Lorcana, on a vu, où il y a beaucoup de gens, ils achètent et ils viennent pas jouer, hein, nous on les voit et pas. Après, ça reste le genre de jeu quand même où t'as une certaine valeur des cartes qui reste dans le temps. Tu peux dire un jeu comme Riot Games, c'est pas un jeu d'un éditeur que tu connais pas, qui ça se trouve les cartes dans 3 ans elles vendront plus rien, et tu dis logiquement non, c'est Riot Games, ça a quand même une notoriété. Il y a la notoriété, il y a le fait qu'il y a l'éditeur qui soutient, donc on peut se dire qu'on va avoir quand même un suivi du jeu. Bon, si ça se casse complètement la gueule, ils vont pas non plus tirer sur la corde jusqu'à longtemps. Mais bon, que ça soit au début, on peut quand même avoir une confiance sur le fait que le jeu, c'est un produit qui va être pérennisé. Est-ce que ça va durer longtemps? Ça, après, ça va être les ventes qui vont le donner. Mais clairement, pour la France ou pour l'Espagne, où on est moins habitué, ou pour l'Italie, moins habitué à l'anglais, ça peut être un frein. D'accord. Okay. Pour le développement plus large du jeu en lui-même. Quoi. Okay. Donc voilà, donc on va avoir cette partie. Donc en octobre, on va pouvoir commencer à acheter les cartes. Et là, on va rentrer dans un peu comment est-ce qu'ils vont travailler sur le jeu organisé. Alors, le jeu organisé, va être l'aspect compétitif. On va aborder l'aspect compétitif, donc ça va être pour les gens qui vont vouloir vraiment s'investir dans le jeu pour jouer en compétition. Donc, on va avoir plusieurs niveaux. On va avoir le premier niveau qui va être le jeu en local. Donc, c'est le jeu que vous allez pouvoir pratiquer dans les boutiques ou via la gare à jeux. Tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Et donc ça, ce sont le jeu. Donc on peut dire que c'est du jeu un peu pas forcément très compétitif, mais pour s'amuser entre amis. Et là, on va avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir organiser. Je pense que tu es en train de regarder. C'est ça. En fait, donc voilà, il va vous. Parce qu'en fait, il y a un Discord. Alors, faut savoir qu'il y a un Discord de France où il y a déjà une communauté qui commence à grandir sur le Discord France de Riftbound. Il y a aussi le groupe Facebook français. Et évidemment, vous avez un Riftbound, on va dire officiel. Exactement pareil pour aussi le Discord. Donc, soit maintenant les gens vont sur Discord. Donc, je vous les mettrai évidemment en description. Et donc, je recherchais effectivement le lien pour mettre les visuels sur ce que tu allais dire. Ouais. Et donc, on y est. Voilà. Donc on voit en bas, donc on a première chose, c'est ce qu'ils appellent le Riftbound Demo Event. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, c'est que donc les boutiques vont avoir la possibilité d'avoir des decks de démo, et avant la sortie officielle du premier set, on va pouvoir jouer à Riftbound avec ces decks de démonstration dans les boutiques qui en disposeront ou qui organiseront des événements pour faire découvrir le jeu. Ensuite, on va avoir la release, donc Origins Release, ça va être le moment où on va mettre à disposition les premiers boosters et les premiers packs. Alors souvent, on va avoir une spécificité pour le pre-release events de Origin, c'est que souvent, normalement, on a des packs d'AP qu'on peut acheter une semaine en avance et qu'on va pouvoir faire un petit tournoi en scellé, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de boosters, qu'on va constituer son deck et on va faire on va jouer avec ses amis et puis on va se faire un petit tournoi comme ça. Pour le premier set, il n'y aura pas de pack de release parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, comment ça va se faire? On va quand même avoir une release et en fait, vous allez pouvoir vous affronter avec les decks de champions qui vont être disponibles à cette date. Donc les decks de champions, ça va être les 3 decks. Donc Lee Sin, Jinx et
Victor. Avant la sortie, du coup. Avant la sortie, il y aura ces decks-là que les gens pourront ça sera en même temps, en fait. En même temps, ouais. Donc, Lee Sin, Jinx et Victor. Et donc, c'est avec ces decks de champions qui, je vous rappelle, comprennent un booster qu'on va pouvoir s'affronter pour faire un petit événement compétitif pour la release d'Origins. Donc, c'est vraiment la spécificité, c'est qu'on va pas avoir de pack de pré-release. Pour les autres sets, on va en avoir. On ne sait pas encore comment ils seront constitués, combien de boosters et autres et compagnie, sachant qu'on est sur 40 cartes. Si on fait quelque chose comme Star Wars où on est sur 40 cartes aussi, c'est 6 boosters. Donc, parce qu'ils en ont parlé ça du format limité, c'est-à-dire du scellé du draft, la question a été évoquée ou ils en ont pas plus parlé que ça. Oui, d'accord. Okay. Ouais, de tous les formats qui peut y avoir, ça a été effectivement abordé. Donc ça, c'est au moment de la release d'Origins, on aura un format un peu spécial où on va s'affronter avec des Champions Deck. Après, on va voir ce qu'ils appellent le Nexus Knight. Donc les Nexus Knight, toutes les boutiques vont recevoir des packs de boosters qui composent. Donc chaque booster aura 3 cartes exclusives à l'intérieur. Donc ce seront, alors la composition, je crois que je l'ai noté, je veux pas vous dire de bêtises, mais il y a 18 cartes différentes, je crois. Je retrouve plus où j'ai noté. Oui, donc les Nexus Knight, donc c'est des promo packs. Ça va être en fait pour les boutiques qui puissent récompenser les gens qui viennent jouer régulièrement. Donc l'idée, c'est pareil, c'est un peu comme des weekly play qu'on peut retrouver à Star Wars Unlimited ou d'autres. Une personne vient jouer une semaine, toutes les semaines, et à chaque fois qu'elle vient jouer, hop, on lui donne un promo pack. On a 3 cartes à l'intérieur. On va avoir 18 cartes avec des alternatives foil. Et on va avoir 6 cartes de runes avec une illustration alternative. Parce que donc les cartes de runes ont une illustration de base. Là, on va avoir pour chaque rune une illustration alternative. Et ça sera une sur 2 packs. Ok. Pour les illustrations de runes alternatives. Et donc, on aura 18 cartes avec un foil et puis une illustration spécifique. Il faut faire des événements pour arriver à avoir... Oui, mais en fait, moi je vois 3, par exemple... 18 pour avoir les bonnes, pour les multiplications. Oui, mais en fait, ça va très vite parce que si vous venez, vous les échangez, si vous venez régulièrement, toutes les semaines, vous avez 3 cartes. Donc, au bout de 4 semaines, vous avez 12 cartes. Tous les autres et autres, on arrive assez facilement à les avoir. Moi, je vois, c'est ce qui se passe pour Star Wars Unlimited. On a vite les cartes. Mais ça, c'est pour récompenser au niveau des boutiques, les gens qui viennent jouer régulièrement. Donc c'est plutôt sympa. Et après, le dernier niveau au niveau local des boutiques, ce seront les skirmish. Des Summoner Skirmish. Donc ça, ce seront des tournois qui seront organisés par les boutiques, donc des tournois en format construit, donc qui est le format standard de 40 cartes avec sa légende, etc. Là, ce seront les boutiques qui vont l'organiser. Donc, comment ça va se passer? Si on reprend le timing, en octobre, on a l'événement release. Un mois après, on a Summoner Skirmish numéro 1. D'accord. Un mois après, on a le Summoner Skirmish numéro 2. Et donc, on peut en déduire que un mois après, on a le sortie du set 2. Ouais, parce qu'ils expliquaient qu'ils voulaient faire un skirmish au début de la sortie du set et à la fin de la sortie du set, de ce qu'ils avaient l'air de sous-entendre. Donc c'est deux quoi dans événement de release. Et un mois après, premier skirmish. 2 mois après, second skirmish. Et après, normalement, le set 3. Le set 2, ça nous a pas été confirmé, mais on peut en déduire assez facilement tous les 3 mois, que ça va être ça le timing. Hein. Donc pour les skirmish event au niveau des dotations, donc les boutiques recevront des dotations. On va avoir une carte de participation pour tous les participants. On va avoir des cartes pour le top 8 et on va avoir un tapis pour le vainqueur. Donc, c'est une dotation correcte. Plutôt correcte. Et ça, 2 fois pour chaque set.
Donc pour les 7 après, donc ça c'est vraiment au niveau local. Et quand on est au Scrum Scrimmage, on va pouvoir avoir un buy aussi, ce qui va permettre de pouvoir s'inscrire pour le Regional Qualifier. Déjà, celui en boutique te permet d'avoir un buy pour le régional. Donc quand t'es premier sur un des skirmish, tu peux avoir une petite information. Le buy, ça veut dire qu'en fait le premier round, enfin le premier match que vous devez faire sur un tournoi, vous le gagnez d'office. En tout cas, enfin là vous le gagnez dans ça dépend dans les TCG, mais dans ceux-là en tout cas c'est une victoire. Contrairement à Flesh and Blood où le buy c'est une victoire aussi, tu me diras, c'est pas une égalité. Oui, c'est ça. Un buy c'est une victoire. Ok, donc ça c'est tu gagnes des buys, donc ça permet de tout le monde fatiguer aussi, parce que t'es sûr d'être sélectionné, t'as pas la liste d'attente, enfin la liste d'attente. C'est ça. Ouais. Ok. Et puis t'as un buy en début. Ce qui va être important, après on va passer sur ce qu'ils appellent les Regional Qualifiers. Donc on a Regional Qualifier premier niveau du jeu compétitif, et là ça sera pas organisé par les boutiques, ça sera organisé, donc c'est UVS qui va chapeauter ça, et qui va faire appel à des prestataires, par exemple Fanity, enfin ceux qui ont organisé par exemple l'event à Lille, lequel je suis allé pour Star Wars Unlimited. Donc il y a des gens qui font ça, donc ils s'approcheront sur ça. Et après on va avoir, quand on est dans le Regional Qualifier, donc ce qui est important, c'est qu'on va avoir des cash prizes dès le début. Souvent, donc on va avoir pour attirer et vraiment développer un gros circuit compétitif, Riot Games va mettre de l'argent en jeu. Ce qui va être différent et ce qui va se rapprocher de ce que fait Flesh and Blood. Qui sont les premiers pour l'instant, clairement, voilà. dans le monde du TCG. Par exemple, pour le coup, Star Wars Unlimited, il n'y a pas de cash prize. Donc, va y avoir vraiment des prize money, mais ça veut dire par contre que on va avoir des modes de sélection qui seront peut-être beaucoup plus restrictifs, puisque on va avoir besoin, notamment pour aller en Regional Championship, de gagner des invitations dans des Regional Qualifiers pour pouvoir être qualifié automatiquement au Regional Championship. Et si on l'est pas, pour pouvoir participer au tournoi principal, on va devoir faire un tournoi de qualification le jour d'avant. Tu vois, ça va pas être aussi simple ou automatique. Il faut que tu y ailles, il faut que tu aies ta place, il faut que le jour d'avant tu gagnes ton truc. Donc, et pour le World Championship, ça va être le niveau encore au-dessus, et là c'est pareil, il va falloir que tu gagnes entre guillemets ta place, parce que tu vas avoir des dotations en argent sonnant et trébuchant qui risquent de monter à chaque fois, et qui font que si tu gagnes, tu es content, et tu repars pas jusqu'avec des cartes exclusives ou des playmats ou autres et compagnie, mais vraiment avec de l'argent. Donc ça montre aussi que il y a vraiment une volonté d'investir sur cet aspect compétitif. Après, ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est quand même Riot Games, c'est quand même l'éditeur qui a dépensé le plus d'argent dans une série animée, dans les séries sur Netflix et tout ça. Ça a été plus de 200 millions sur les deux saisons, ce qui est énorme. Et sur League of Legends, c'est toujours parmi les top 3 des e-sports, comme on dit, où ils ont, je sais plus combien, 4 500 000, je crois, pour le premier dans le champion du monde. Donc ils mettent des sous, quoi. Il y a des sous. Donc là, il y a vraiment l'objectif d'attirer vraiment les compétiteurs sur le jeu. Alors moi j'ai une question, c'est que quand tu regardes leur schéma là, il y a marqué Atlanta. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Le décembre 2025, on aura le premier Regional Qualifier qui sera organisé aux US à Atlanta. Ok. Donc il y en a qu'un. Enfin pour l'instant. Il y en a qu'un, mais pour le coup, ça va être très rapide. Si on regarde par exemple pour Star Wars, il a fallu 1 an pour pouvoir lancer le circuit compétitif. Là, ça veut dire qu'on aura eu la sortie du 7 octobre en octobre, et que 2 mois après, on passe directement dans un truc qualificatif. Donc ça va très très vite. Mais ça veut dire que celui qui est dans sa petite boutique de la Pampa au fin fond de l'Ardèche, pour pas citer l'Ardèche, ça veut dire qu'il aura son bail pour aller à Atlanta. Potentiellement, oui. Donc venez jouer pour aller à Atlanta. Bon après par contre ils payent pas le billet, je crois, ils ont pas dit ça. Non. Sur Alter, par exemple, pour les championnats, si jamais tu te fais qualif, faut aller à Lille, là c'est en début juillet, pour le coup ils te payent le trajet. Oui, mais là par contre si tu après si tu gagnes si tu gagnes les cash prizes et autres, tu vas avoir des invitations. Donc là des invitations, c'est pas la même chose. Ouais, mais les invitations ne payent pas alors
je pense que peut-être que si t'es dans les premiers, tu peux avoir, bon après j'en ai pas de détails, mais c'est possible. Bon, après tout dépend du cash prize. Si le cash prize il est de 10 000 balles, t'es content à ton payer les pays. Okay. Les Regional Qualifiers tels qu'on nous en a dit, l'objectif c'est pour la première année, donc 2026, qu'il y en ait 4 en Europe. En Europe, il y en aura du coup. Ok, en 2026, très bien. D'accord. Donc les Regional Qualifiers, les Regional Qualifiers. D'accord, pas les ok. Pas les Championships. Ok. Pour les Regional Championships, l'objectif c'est d'en avoir 1 à 2 la première année. En 2026. Donc 2026. Et ensuite 2 à 3. En Europe. Non, dans le monde. Ah bon, ok, d'accord, très bien. Pour les Regional Championships. Okay. Voilà. Dans le monde. Okay. Ça sera sur invitation, ou si vous avez réussi à gagner les Regional Qualifiers ou être dans le top 8 ou je ne sais pas combien, vous aurez une invitation pour être légionné au Championship. Sinon, il faudra passer par un tournoi de qualification. Au niveau des places, ça sera à 512, 1024. Ça c'est pas encore forcément clairement défini. Quel que soit l'événement, on aura des side events. Et puis après, le World Championship, bien entendu, il y en a. C'est 2027, c'est ça, non? C'est pas ils ont pas prévu la date en 2027? Non, la date aujourd'hui est pas définie sur le premier. Quand est-ce que ça aura lieu? Là, on n'a pas eu, d'infos. Donc on sera sur un format construit en BO3 avec un side, assez classique, sur 55 minutes de jeu, donc très très classique en termes de la structure. Pour ceux qui font vraiment du compétitif avec des sous derrière, c'est vrai que c'est ce qui est le plus équilibré, on va dire, du BO3 avec du side, c'est-à-dire que là t'es sûr que le côté aléatoire il est moins, ok. Donc au niveau des formats, qu'est-ce qu'on va avoir comme format possible? Donc on va avoir le format construit, donc ce qui sera le format compétitif, on va avoir le format par équipe. Donc que ça soit à 2 contre 2, on pouvait avoir les formats chacun pour soi ou 3 contre 1, enfin voilà, donc puisque c'est un jeu qu'on peut jouer à carte. On va avoir un format scellé aussi qui va arriver, notamment pour les pré-release et puis pour les releases, donc là où vous aurez un certain nombre de boosters pour pouvoir constituer votre deck et vous affronter. Vous aurez des modes multijoueurs, donc comme je vous disais là, sur lequel ils sont en train de réfléchir, 5 par équipe à 5 contre 5, enfin des gros trucs comme ça, des petites choses qui sont en train de se faire, des trucs fun pour faire des side events, pour faire des side events. Et on va avoir aussi du draft aussi qui sera mis en place. Par contre pour l'instant il y a encore pas mal de réflexions sur constituer des jeux, d'autres modes de jeu, mais aujourd'hui on va retrouver ce qui se fait de manière assez classique dans tous les TCG, quoi. D'accord. Il y aura une plateforme de tournoi, ça ce qui sera important. Alors j'ai pas trop compris, ou en tout cas on nous a pas trop dit, est-ce que ça sera une plateforme spécifique ou est-ce qu'ils vont s'appuyer sur une plateforme existante qui vont inclure leur spécificité. Bon, c'était pas très clair. Par contre, ce qui sera à peu près sûr, c'est que pour vous inscrire sur les plateformes de tournoi, il faudra avoir un ID Riot. Ok, c'est bon, je l'ai. Je peux faire mon premier tournoi. Donc ça c'est assez simple à obtenir, et il y aura une plateforme de tournoi pour s'inscrire, que ça soit pour les Summoner Skirmish par exemple en local, ou les événements ensuite. Mais c'est vrai que ça c'est quand même pas mal, parce que sur Flash and Blood ils l'ont, sur Altered c'est ce qui leur manque pour l'instant, parce que c'est vrai que sur Altered ils font plein de choses, mais par contre pour le coup quand t'as pas ça, tu veux te prendre un truc en annexe, c'est un peu pénible, quoi. C'est vrai que c'est sur Star Wars, je sais pas s'ils l'ont. Donc Star Wars Unlimited c'est Melee. D'accord. C'est Melee qui est utilisé et un peu compliqué parce que c'est un truc très très gros, donc c'est des fois un peu lourd, mais ça marche bien. Là, et bien entendu, il y a un programme de juge qui est prévu. Là, c'est pour remontrer ce que tu disais tout à l'heure, hein, les communes, une co, rare, épique. Ouais, on peut rester là, parce que comme ça, on va parler de l'aspect t'as postulé, ça y est, c'est bon, Julien, t'es prêt? Bah, ouais, je pense que je pense qu'il y a des chances que, c'est ça, que j'y aille, mais bon, pour l'instant, c'est encore, on n'a pas les détails. On peut passer sur l'aspect collection, donc parce qu'ils ont bien compris, effectivement, que, un TCG, c'était le jeu, c'était, la compétition, donc avec des cash prizes, et c'est l'aspect collection. Donc là on retrouve un peu les raretés comme on avait dit, mais je pense qu'on a dit... c'était au nombre la chance d'obtenir une carte. Et alors je vous dis qu'il y en a. Ouais, il y en a où c'est un peu compliqué. Si vous les avez,
La je pense que vous pouvez... Overnumber signée. C'est ça, vous pouvez sortir le champagne. Alors, j'essaye juste de retrouver la page où j'ai noté les infos pour vous dire exactement ce qu'il en est. Alors, pour la collection. Donc, comme je vous disais, on a 2 rares ou plus rares par booster. Donc ça, c'est de base. Par display, on va avoir 2 cartes en alternative, graphisme alternatif. Alors ça, est-ce que moi je suis sur la page, ouais. C'est ce que je vous ai montré là, il y a un petit A en fait, vous avez mais là on le voit sur, il y a un petit A à côté, elle est numérotée, mais elle a le même numéro, mais avec un petit, c'est celle-là, en fait, celle-là, là on voit pas, mais il y a un petit A en fait. Donc, comme je vous disais, c'est la Léona, là, comme je vous disais. Moi ça veut pas, ouais. Yes, ok. Et donc, donc ça c'est les alternatifs, ces 2 par display, elles seront foil, et on va avoir des cartes over number, donc qui seront au-dessus de la numérotation, et ça c'est ultra limité, c'est une toutes les 3 displays. Donc ça fait donc faut prendre des cases, quoi. Qui est vraiment elles sont foil, et signées, c'est une toutes les 10 cartes. Donc ça veut dire, potentiellement, vous en avez une toutes les 30 displays. Ouais, du coup, moi j'avais compté les 7 cases, je sais pas si c'est ça, on est à peu près bon ou pas. 30 displays, ça fait 5 cases. Ouais, 5 cases. Pour avoir 30. Pour avoir potentiellement une chance d'avoir une carte signée. Mais là, vous les voyez là, là c'est la base, le celle classique. Qui est alternative, et là c'est celle qui est signée over number. Et là, pareil, vous voyez les différentes itérations, on va dire, des cartes. Donc ça, ce sont des cartes qui ne veulent pas révéler en avance, et c'est pour ça que les gens, quand ils vont les tirer, ils vont être tout fous en disant ouais, on a tapé une carte. Ben voilà, les runes, les runes avec les arts alternatifs, le graphisme alternatif qu'on va avoir dans les displays, dans les Nexus Knight. Ouais, c'est sympa d'ailleurs, elles sont jolies. Elles sont sympas, ouais. Elles sont jolies. On se demande pourquoi ils les font pas tous comme ça dès le début. Hein. Tout à fait. Et oui. Ce qui est important, c'est que les allocations pour les boutiques, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment, pour eux, ils veulent vraiment pousser le jeu organisé. Donc clairement, une boutique, pour avoir des allocations, il faut qu'elle fasse du jeu organisé. Oui, ils l'ont dit, comme tout le monde dit un peu pour toi. Bon après, est-ce que ça c'est traduit par des faits, on sait pas, mais vraiment voilà. Donc voilà pour l'aspect collection, on va avoir des cartes vraiment très ultra limitées. Par contre, comme vous voyez, ce sont pas des cartes qui sont spécifiques, puisqu'on va pouvoir avoir des versions moins rares. Qui sont encore existantes. Donc pour le gameplay, ça sera sûrement le gameplay, c'est l'accessibilité. Mais je crois que même le taux de, on va dire, de cartes, les cartes fortes, les épiques comme on dit, je crois qu'elles seront le taux de drop il est plutôt on a 2 rares ou supérieurs par booster. Mais je sais pas si t'avais pas un ratio d'épiques. Là, on nous l'a pas donné. Ils l'ont pas donné là. D'épiques, ils l'ont pas donné. Et comme disait, on n'aura pas normalement de différence en cas de réimpression. On n'aura pas d'une numérotation spécifique ou autre et compagnie. On fera pas la différence entre une carte qui aura été imprimée en une première fois ou si c'est une deuxième, ou si c'est une troisième. Voilà. Et là, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une carte alternative. C'est une alternative, voilà. justement, ouais, c'est ça. Donc là, on est sur les, c'est le même numéro, mais elle est, voilà. Et par contre, celle que t'avais montrée, là, en bas, c'était pas des alternatives. C'était les, là, il y a un A, justement. Mais ça, tout à l'heure, c'était des overnumber. Et là, ça. effectivement, elle a le petit A, c'est 64A. C'est ça. Pareil, elles sont quand même bien plus cool. Donc ça correspond à des skins de LoL. De LoL. Hein. D'accord. Ouais, alternatif. Okay. Donc voilà, là on a vraiment fait un panorama de ce qu'on sait à ce jour, donc vraiment de sources qui sont fiables, hein, parce que là on était vraiment avec les éditeurs et autres, donc là vous pouvez prendre ces informations comme des informations officielles et réelles, hein, c'est pas des choses dont nous ont parlé. Voilà, j'ai mon badge. Hein, t'as accrédité. C'est pas mon cousin m'a dit que ma belle-sœur. Voilà, là c'est vraiment les choses. Donc ça a montré quand même que on voyait qu'il y a un investissement, ne serait-ce que d'investir dans le cash prize, organiser tout de suite du compétitif et autres, que il y a vraiment une volonté d'investir très très fort dès le début du jeu, quoi. Et puis tu dirais, il est certes pas traduit en français, mais pour qu'ils viennent quand même louer un espace en France pour dire voilà on réunit, là il y avait une centaine de boutiques qui sont venues pour l'occasion.
et qui sont venus pour avant la sortie du jeu, c'est qu'il y a quand même un intérêt quand même de dire on va développer quand même le jeu dans mais en Europe pour le coup, tu vois, France. t'avais comme je te disais, beaucoup de Hollandais par exemple. J'en ai vu une dizaine. Ils étaient plus près que nous. Bah, il leur fallait 5 heures de route, mais ils sont venus, quoi. Ouais. Parce que c'était à Paris, ils sont venus, parce qu'ils ont eu, a priori, une grosse communauté de LoL là-bas, et eux, ça les dérange pas que ça soit en anglais, hein. Ouais. On va pas avoir forcément les mêmes... Les questions que certains peuvent se poser, il y en a qui se disent oui, mais il y en avait déjà un de jeu de cartes, mais c'était numérique, c'était numérique, Runeterra. C'est ça. Et donc il y en a qui se disent ouais, mais ils ont abandonné leur jeu. Peut-être qu'il y en a qui vont être réticents par rapport à ça. Mais en même temps, est-ce qu'on peut comparer, est-ce qu'on peut dire on peut difficilement comparer un jeu de cartes comme ça numérique avec vraiment un investissement dans un design et autres d'un jeu de cartes à collectionner en physique. Puis bon, vraiment, je pense qu'il y a, si là, on voit qu'il y a des moyens, ils poussent le jeu, qui vont le pousser dans les événements qu'ils font, que ce soit les Worlds, les MSI et autres. L'idée, c'est de pouvoir aussi utiliser toutes leurs connaissances dans l'animation, donc dans des side events, sur des concours de cosplay, sur des choses comme ça et autres, pour que les événements du jeu de cartes du CCG soient plus intéressants et qu'il y ait des petites choses comme ça à côté qui font déjà du côté du jeu vidéo et qui vont transférer leur savoir-faire pour le rendre plus attractif et leur communauté. Donc ça, c'est aussi important. Il parlait aussi de filmer différemment les parties. Tu vois, quand t'as un appel à un judge, qu'il y ait plusieurs films, comme ça que plusieurs parties, comme ça tu peux passer à une autre partie et pas attendre pendant 10 minutes que la situation soit résolue, avoir quelque chose. Voilà, tu sens quand même qu'ils viennent avec une expérience d'organisation d'événements, et on voit, pour ceux qui regardent, moi je regarde un peu ce qu'ils font pour les événements internationaux, MSI ou les Worlds ou autres, où c'est quand même des gros trucs avec des fans et autres. Donc s'ils arrivent à apporter cet aspect un peu plus joyeux, parce que avec des petites choses à côté en plus, ce side event tourné autour de la communauté, ça peut être quand même assez sympa. C'est intéressant. Ouais. Donc assez intéressant, plutôt c'est un peu ce qu'on peut reprocher des fois quand on voit à Star Wars. Bon on joue aux cartes, mais il y a assez peu de choses à côté. Oui, c'est un peu austère, quoi, on va dire, qui sont organisées. Même si c'était très 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 sympa, je me suis éclaté, mais voilà. Donc on peut quand même avoir confiance. Moi voilà, franchement, j'ai confiance en le fait que, en tout cas, après on peut jamais savoir ce que ça va donner, parce que si c'est un gros flop, bon, c'est sûr qu'à un moment ils vont pas, mais il y a une volonté, un investissement, une structure derrière, des gens qui ont les reins solides. C'est pas n'importe qui se lance, et c'est leur bébé, parce que c'est eux qui ont fait le design. Ça joue. Encore une fois. Donc ça, au bout de 2 ans, ça c'est important. À un moment, on peut se dire, si c'est un peu compliqué, ils vont quand même essayer de s'accrocher pour le faire fonctionner. Surtout à l'écoute des gens, à l'écoute des joueurs. C'est surtout moi, j'étais à l'écoute dès le début, tu dis, avant même la sortie de leur jeu, ils sont déjà en train pour refaire tout le design. Tu dis, bon, c'est déjà une marque on va faire quelque chose qui plaise aux gens. Donc, c'est ça qui est le plus important pour faire durer un jeu, c'est qu'ils soient à l'écoute de leur communauté. Après, on n'a pas parlé énormément de notre avis sur le gameplay. Toi, ton retour, c'est plutôt que t'as l'impression que c'est pas friendly, que c'est... On va peut en parler rapidement. Alors déjà, je vais donner un petit coup de gueule. Parce que donc, on était bien 100 personnes, et donc on avait la possibilité de jouer, donc tout le monde est allé pour jouer, et je pense qu'il devait y avoir 3 personnes qui savaient jouer en animation pour expliquer le jeu, sachant que moi j'avais regardé une vidéo rapidement, donc j'avais compris un peu les fondamentaux, les basiques et autres, mais sans rentrer dans le détail. Donc ça a été un peu compliqué. Pourtant, Julien, je t'avais envoyé les 70 pages de règles, mais en anglais. Non, mais j'ai pas lu, j'ai regardé un peu une vidéo. Je l'envoie à Paris, il pisse pas. Voilà, j'avais pas bien préparé, mais je peux te dire que j'étais pas le seul, parce que tous ceux qui étaient autour, là, il y en avait pas beaucoup. Même ceux qui avaient regardé, qui étaient censés savoir jouer, des fois ils racontaient des choses qui étaient pas forcément justes. Donc c'est vrai qu'au début, on a un peu joué en tâtonnant, on n'a pas forcément joué comme il fallait et autres. Après, j'ai pu attraper un des développeurs du jeu, pour me faire préciser certaines infos de gameplay. Là, je pense que mais bon, là, c'est dommage, ils auraient pu avoir, parce qu'il y avait même des gens du VS ou de Blackfire et autres qui étaient là.
qui ont posé une question, ils savaient pas forcément beaucoup mieux jouer que moi. Donc ils ont dit des choses qui étaient pas justes. Ouais, donc là c'était pas super top et c'est un peu dommage parce qu'on vient comme ça, on a les cartes et bon en plus donc c'était un peu dommage pour se donner vraiment une vraie idée de comment ça joue. Pour rebondir à ce que tu dis quand même, il faut savoir, moi donc j'ai joué il y a plusieurs semaines, il y a déjà plus d'un mois, parce qu'on peut y jouer en ligne gratuitement sur une tape et puis sur Tabletop Simulator, etc. avec les anciennes illustrations. Et donc il y a déjà la mécanique, il y a les règles qui sont déjà officielles qui sont sorties, donc vous pouvez regarder les vidéos. Moi j'ai pas fait une vidéo règles, mais j'en ai parlé sur la vidéo précédente. Je ferai sûrement peut-être une vidéo règles si ça vous intéresse, hein, même si on en existe une déjà. Et il faut quand même pas se mentir. Comme tu disais juste avant, c'est un jeu quand même qui demande un certain, enfin, c'est pas que c'est ultra complexe non plus, mais ça demande quand même ça se pose des questions et c'est pas si intuitif que ça pour certaines choses. Moi, je trouve que c'est un jeu dans l'échelle des TCG qui est plus. Qui est si on avait les effets de pile, etc. Un aspect médian, on est sur un jeu difficulté plus. Pourquoi? Parce que déjà on a plusieurs zones de jeu. Donc ça, voilà, il faut bien appréhender ces zones de jeu. C'est un peu bête, mais on a 2 decks. On a notre deck de cartes et notre deck de ressources. Donc, en fait, le deck de ressources, les gens vont dire, bah, mais en fait, on a l'habitude de la mana. Mais là, ce qui est un peu particulier, c'est que tu vas pas les utiliser spécialement, tu vas les recycler. Donc, elles vont revenir, elles vont pas revenir. Il y a un peu des mécaniques qui sont un peu comme ça. Et on est, sur un jeu aussi où on va avoir, comme tu disais, des effets de pile. C'est-à-dire que on va avoir des fenêtres quand on va faire certaines actions, on va avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir, qui vont permettre à l'adversaire ou aux adversaires quand on joue en multi, de jouer. D'interagir. Et ils vont pouvoir utiliser des réactions. Nous, on va pouvoir enchaîner et rejouer une réaction. Lui, il va pouvoir, et on va constituer ce qu'on appelle une pile. Et après, à la fin, quand tout le monde aura passé, on va résoudre la pile dans l'autre sens. Ces notions, et donc on va avoir des notions de priorité aussi. À un moment, quand on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, on va avoir un joueur qui va avoir la priorité, qui va pouvoir jouer avant les autres. Ça, quand on joue au TCG et autres et compagnie, on peut, c'est quelque chose qu'on arrive à savoir, mais pour l'appréhender, pour le comprendre quand on a une rédaction de règles et autres et compagnie, c'est pas simple. Franchement, parce que on utilise des termes, tu vas avoir la priorité, donc là t'as la fenêtre qu'ils appellent un showdown, en plus quand c'est en anglais c'est encore plus compliqué, donc là t'as une fenêtre qui s'ouvre, t'as une priorité, tu joues, tu résous la pile et autres, donc on retrouve là des mécaniques qui sont plus proches de Magic. Ça m'a donné un peu l'impression de rejouer un peu un Magic révisé et remis un peu au goût du jour en essayant de gommer les défauts qui sont les problématiques de mana, c'est-à-dire que c'est pour ça que tu as 2 decks qui sont séparés, d'un mana d'un côté et ton deck de cartes de l'autre, pour que les deux ne soient pas mélangés et que tu te retrouves pas avec des cartes qu'avec du mana ou pas de mana. Et puis là, globalement la plupart des cartes te demandent pas une couleur de rune, donc là c'est vrai que dans Rêve de Monde, globalement la plupart sauf les champions qui te disent voilà là il faut que tu recycles des cartes, donc il faut que tu aies les bonnes couleurs pour les incliner parce que sinon tu peux pas les jouer, ou juste les incliner tout court, ou alors les recycler, là dans ce cas-là les remettre dans la défausse de rune, mais c'est moins compliqué pour pouvoir jouer. C'est ça, c'est moins compliqué. Par contre, je trouve que c'est moins élégant et simple à jouer que Altered ou Star Wars Unlimited, où on a nos cartes qui vont servir de ressources et qu'on met inversé et qu'on va jouer, et puis là on n'a pas de question de mana, de savoir si je pense que Altered et alors on a pas cité l'Orcana, mais l'Orcana j'ai pas joué, l'Orcana c'est pareil. Altered et Star Wars en tout cas sont effectivement des jeux c'est les gens qui n'y ont jamais joué à un TCG, c'est vrai qu'il y a la porte d'entrée et plus c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait un Proving Grounds, là le jeu simplifié, justement pour avoir des choses où on va avoir moins de mots-clés et puis moins de cartes qui vont créer des interactions compliquées à jouer, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait, pour être une porte d'entrée, parce que le jeu complet c'est pas forcément simple à appréhender. Donc rapidement, comment ça marche en termes de mécanique, on va avoir effectivement un deck de 12 cartes qui seront les runes, qui vont nous donner des couleurs, qui sont les 2 couleurs de nos champions, et qui vont être notre énergie. Et on va avoir nos cartes qui vont avoir une valeur en énergie, qui va aller de 1. Donc sachant qu'on a 12 runes,
quelque chose qui est simple, c'est que on va pas pouvoir jouer des cartes de plus de 12 en valeur. Ça semble assez logique. Et donc ces cartes-là, quand on va vouloir les utiliser, on va les incliner, on va mettre en jeu des cartes. Donc ça, c'est vraiment très classique. Donc je pense que Gabriel va vous en Je suis en train d'aller récupérer quelques-unes. Hop là, voilà, les trucs vraiment de base. Donc ça, j'ai 5 runes, quelle que soit la couleur, j'incline mes runes et puis je mets mon unité en jeu. On va ensuite avoir des cartes qui vont demander de l'énergie et du power, donc du pouvoir. Donc ça, vas-y, si tu descends... Ici, là. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut jouer. Il faut incliner 8 ressources et en plus, il faut qu'on recycle une ressource rouge. Donc ça veut dire quoi recycler? C'est qu'on prend une de nos ressources rouges et on la met sous notre deck de runes. Donc ça va baisser le nombre de cartes qu'on va pouvoir avoir pour faire de la ressource. Et parce que je t'interromps une seconde parce qu'à la fin de votre tour, vous allez redresser toutes vos cartes de ressources, vos runes. Donc effectivement, vous allez tout le temps vous allez les garder de tour en tour, en avoir de plus en plus, parce qu'à chaque tour, c'est deux. On en rajoute 2. Donc ça va relativement vite. Sauf quand vous recyclez une carte qui là du coup, t'es obligé de la virer. Voilà, c'est ça. Donc on va avoir des cartes qui seront bien entendu beaucoup plus puissantes. Et les cartes, donc on va avoir des cartes d'unité comme celle-là qui ont en haut à droite une caractéristique seulement, pour le coup, c'est la puissance de l'unité qui va servir de savoir les dégâts qu'elle fait, mais aussi ses points de vie. Donc on n'a pas plusieurs caractéristiques. Là pour le coup, c'est beaucoup très simple, beaucoup plus simple que certains jeux. Quand on va s'affronter, on compare les deux. C'est celui on fait 8 dégâts, l'autre s'il a que 6, il meurt et par contre il nous tue pas. C'est vraiment. Comme ça, sur papier, c'est facile. Effectivement, après, quand tu joues, tu dois choisir qui c'est que tu vas attribuer, sauf si t'as un qui récupère les dégâts, etc. Voilà, les points, ils vont être récupérés. On peut avoir plusieurs unités qui vont se combiner pour réussir à détruire une unité plus forte. Ça aussi, c'est possible. Et il y a une notion, effectivement, de dégâts, c'est-à-dire que les dégâts sont remis à 0 à la fin de chaque combat. C'est-à-dire que si mon dragon de 8 a affronté une créature qui faisait 6 dégâts, mon dragon de 8 a pris 6 dégâts, mais à la fin du combat, ils sont remis à 0. Par contre, si mon dragon, avant le combat, avait pris, par exemple, la roquette de Jinx qui lui met 5 dégâts, les 5 dégâts-là, ils y sont dessus, et ils restent, et quand on le combat, il prend 6 dégâts, 6 plus 5, ça fait 11, il meurt. Parce que c'est vraiment à la fin des combats, ou à la fin du tour, que on enlève éventuellement les dégâts résiduels. Mais ça réduit pas sa puissance d'attaque, par contre. Mais ça réduit pas sa puissance d'attaque. Donc il y a des petits quelque chose aussi, qui sont un peu subtils. Alors ce que j'ai découvert quand j'ai joué, en fait, c'est un jeu qui est et que j'avais pas vu parce que moi je jouais un peu avec l'aspect Star Wars. Donc Star Wars, quand vous inclinez une unité, vous attaquez. Là, ce jeu, c'est basé sur le mouvement. C'est-à-dire que une unité, quand elle entre en jeu, elle est inclinée. On peut pas la jouer de suite, sauf cas particulier. On peut pas utiliser des capacités qui demandent de l'incliner, et surtout on peut pas la déplacer, parce qu'une unité pour se déplacer, elle doit être redressée, et on la déplace, et à ce moment-là on l'incline. Donc ça veut dire qu'une unité va pouvoir se déplacer une seule fois. Elle va pouvoir se déplacer où? Elle va pouvoir se déplacer de notre base, parce que c'est là qu'on va jouer nos unités en règle générale, jusqu'à une des battlefields, donc des champs de bataille. Donc il y a 2 champs de bataille. L'objectif c'est de conquérir ou de garder les champs de bataille pour gagner des points de victoire. Et donc quand on va avoir une unité qui est redressée, de la base, on va pouvoir la bouger sur un champ de bataille et on l'incline. Et quand on est sur un champ de bataille et qu'on est redressé, on va pouvoir partir du champ de bataille jusqu'à notre base. Sauf si on a un effet qui nous permet d'aller sur notre champ de bataille, mais c'est ça. On a un effet qui s'appelle ganking. Donc pour ceux qui jouent au jeu de vidéo, vous savez que c'est le jungler qui vient ganker la lane adverse pour pouvoir prendre un avantage sur les autres. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est qu'on va pouvoir, grâce à cette capacité, aller d'un champ de bataille à un autre, plutôt que de devoir repartir à sa base et rebouger. Ce qui est donc ça, au début, moi j'interprétais ça comme étant une attaque, en fait. On inclinait, on attaquait. Mais non, on s'incline et on se déplace. Et si on arrive dans un champ de bataille où il y a déjà des unités,
le combat se déclenche automatiquement. Donc c'est vraiment un jeu et bon, c'est une partie pris qui m'a l'air assez bien assumée, où ça va être la possibilité de se déplacer. Et donc par exemple, on a Yasuo. Si tu vas à Yasuo, c'est celui que j'ai joué. Et au début, j'arrivais pas à gagner. Mais ce qui était assez logique, parce que voilà. Ça c'est son champion, ça. Mais ouais, donc ça serait le héros. Je pense qu'il est à la fin. Vu que j'avais pas trop compris, en fait je faisais que perdre. T'as fait plusieurs parties, t'en as fait quand même. Ouais. J'ai joué avec Victor et avec Yasuo, et Victor on faisait que gagner, et puis Yasuo on n'arrivait pas à gagner, mais en fait c'est parce que voilà, c'est ça, c'est parce qu'on n'avait pas compris comment ça fonctionnait. Parce qu'en fait, donc Yasuo dit en utilisant 2 ressources et en l'inclinant, on peut bouger une unité amie de notre base, depuis notre base ou hors de notre base. Donc concrètement, je mets une unité en jeu. Donc elle est inclinée. Donc je peux plus l'activer pour mouvement, mais avec la capacité de Yasuo, il peut bouger. Il peut quand même bouger. Et donc il peut aller tout de suite dans attaquer une base. Voilà. Parce que quand on va jouer une carte de notre main, une unité, soit on le met dans la base, soit on met dans un battlefield qu'on contrôle déjà. Mais si on le contrôle pas, si on doit le conquérir, il faut d'abord passer à la base et autres. Donc on va constituer nos forces dans la base et puis après les déplacer. Donc voilà, moi je pensais qu'en fait il fallait attaquer, il fallait être mais non. Vous bougez une unité, qu'elle soit inclinée ou pas dans une zone, dans un battlefield, il y a une attaque qui se déclenche s'ils sont plusieurs. Et souvent on va comparer, et celui qui gagne il reste, celui qui perd il meurt. Et s'il y a une égalité, ou si les unités à cause d'effets de cartes ne sont pas vaincues, si l'attaquant n'a pas réussi à gagner, il retourne à sa base, quoi. Donc voilà, je pense que la base c'est ça. Oui. Après on va avoir des objets qui vont être des permanents, qui vont rajouter des choses. Base, et puis après on va avoir les sorts, les sorts qui vont permettre d'améliorer, de faire des actions ou de faire des réactions. Voilà. Les effets de surprise, etc. Et qui vont permettre de faire des effets de surprise. Après, ça reste le genre de jeu. Par exemple, tu vois, sur Altered, quand tu lis les règles comme ça, moi, à l'époque où j'avais lu les règles d'Altered, je dis, ah ouais, c'est ça, Altered. Bon. Et en fait, c'est le genre de jeu, quand même, qui, en fait, leur intérêt vient je trouve, beaucoup, des capacités des cartes, de ce que les cartes t'ajoutent en fait en profondeur de gameplay. Je sais pas ce que t'en penses, mais en fait quand tu regardes les règles d'un jeu, souvent tu dis ah ouais c'est ça, du coup je vais jouer en gros t'as deux battlefields, tu vas t'attaquer, tu te fous sur la gueule et puis c'est tout, c'est ça le jeu. Et en fait la profondeur du jeu, c'est qu'est-ce que te proposent tes cartes pour avoir des systèmes de combos et qui font tout l'intérêt du jeu. Je sais pas ce que... Non, c'est ça, et puis après... donc c'est compliqué de se faire un avis sur un jeu en lisant les règles si t'as pas manipulé et puis on voit que quand on lit les règles moi j'ai lu les règles de Riverbond, mais je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Pourtant j'ai regardé, j'ai fait parce qu'il y en a des pages et des pages avec des histoires de priorité, de shutdown, de qui tu peux. C'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Et en fait, faut jouer. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en termes de spécificité et d'intégration des héros et des spécificités des héros, je trouve que c'est quand même pas mal fait sur les héros que j'ai joués. Par exemple, le Yasuo, si vous jouez un peu à LoL, c'est un héros qui est très mobile, et en fait, on le retrouve dans sa capacité, on le retrouve dans les unités dans son champion, dans les unités qu'il va utiliser et dans son sort signature qui vont permettre de faire des actions. Voilà. Donc là, on va pouvoir redresser une unité amie. Donc elle fait des dégâts à une unité ennemie qui se trouve dans un battlefield, et en plus, vu qu'on l'a redressée, ça veut dire qu'elle va pouvoir bouger, quoi. Et donc on va avoir un deck qui va être basé sur la mobilité. Donc lui il va par exemple être capable de aller dans un battlefield, gagner le combat,
et aller dans un autre battlefield et gagner l'autre combat, et en fait conquérir les 2 battlefields alors qu'on n'a qu'une seule unité. Parce qu'ils vont avoir une grosse mobilité, alors que Victor par exemple, en fait il va générer de tokens comme dans Arcane là, avec tous ses suivants qui sont là pour le suivre, et donc là on va avoir une pile de tokens qui va être assez incroyable. Donc on retrouve vraiment c'est les recrutes qu'on trouve là, voilà, qu'on voit ici là. Et là par contre vous allez les cumuler, donc là vous allez avancer avec plein de tokens, et il va y avoir des cartes qui va permettre de les sacrifier pour faire des effets. Donc on a vraiment des héros qui ont vraiment une vraie identité forte et qui est assez proche de ce qu'on trouve dans le jeu. Donc sur ce que j'ai vu en tout cas des héros, j'ai trouvé ça sympa. Après, ce qui est sympa aussi, moi j'aime bien les effets sur les battlefields. À chaque fois tu dis tiens, je vais avoir mon nombre de battlefields, et si vous jouez en BO3 ou en BO1 ça va être différent, mais le fait de dire tiens, je vais jouer celui-là d'abord, puis après celui-là, tu vas pouvoir construire aussi ton deck par rapport aux effets aussi des battlefields qui vont pouvoir rentrer en synergie avec c'est ça, qui vont pouvoir rentrer en synergie. Donc parce que quand on a conquis un battlefield, et si on le tient, on va pouvoir déclencher souvent des effets, quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'au début, on va dire, ça va vite, 8 points. Parce qu'en fait, si t'arrives à conquérir un battlefield, t'as un point de victoire. Si jamais, quand c'est le début de ton tour, t'en as un que tu possèdes toujours, t'as un point de victoire. Donc on va dire, alors ça va, le jeu dure 10 minutes. Sauf qu'en fait, c'est pas si facile que ça, parce qu'au 7e point de victoire, pour arriver au 8e, il faut arriver à conquérir les 2 battlefields sur le même, tenir sur le prochain, ou tenir un sur le prochain, ou tenir les deux, ou conquérir les deux, un même tour. Donc, sinon ça te fait piocher tout ça, donc ça peut être le dernier tour est pas si évident que ça. C'est ça. Donc voilà, écoutez, ça fait un peu voilà, sans rentrer dans le détail un peu, mais c'est je pense que c'est pas un jeu simple pour se lancer dans le TCG. Il faut voir un peu après la version Proving Grounds si ça permet d'être plus simple. Il faut quand même une certaine connaissance du jeu du TCG, je pense, pour se lancer. Après c'est pareil, hein, si on aime l'univers, si on a envie de jouer, on va y arriver. De toute façon, c'est pas compliqué. Mais si on est comme ça en voulant essayer, bon, c'est... Après, ça reste quand même les TCG, malgré peu importe lesquels. Même tu prends Alter des Star Wars, à un moment donné, si tu veux vraiment jouer, même si la porte d'entrée elle est facile, mais je veux dire, faut quand même à un moment donné t'investir, tu y arrives, mais t'as besoin quand même de t'investir en termes de temps, d'argent, et d'avoir des gens qui sont disponibles pour. C'est pas faux, parce que c'est pas des jeux solo, les gars. Pour t'aider à te lancer, quoi. Dans ton entourage. Ouais. Après, le design, c'est vrai que là, tu vois les nouveaux designs qui arrivent petit à petit, il y a des cartes qui sont sympas quand même, qui sont assez. Les designs des cartes qu'on a vues. Je sais pas ce qu'il fait lui dans le jeu vidéo, mais je l'aime bien. Il ressemble à Alf, tu vois, j'aime bien. Ah, moi ça, Timo, moi je déteste quoi. Mais tu vois, c'est par exemple, il y a Léona, moi je joue à Léona support là qui voilà, ça c'est vrai, ça c'est top, quoi. Et puis t'as vu là, t'as son épée à côté là, donc qui doit être les Zenith Blade. Ouais, voilà, c'est le signature spell. Donc stun an enemy unit, ça c'est un des pouvoirs de Léona, quoi. Donc c'est bien. Ouais, ça franchement j'aime bien. Ça franchement j'aime bien parce que ça parle, quoi. Et quand on connaît un peu le jeu, l'univers et autres, ça parle tout de suite, quoi. Après on a donc ça là on voit Miss Fortune avec son bullet time là qui est son ultimate là, bah si tu le mets à côté, voilà, ça tout de suite ça te parle tout de suite, quoi. Non, mais après, il y a pas tant de capacités spéciales que ça. Genre, enfin, comme ça, de mémoire, il y en a une dizaine, mais elles sont sympas, le fait de pouvoir, les capas qu'il y a en termes de cartes, de synergie. Mais ça rajoute pas mal de choses. Les trucs légions qui t'obligent à avoir d'autres personnes avec des légions, d'autres qui arrivent de suite avec l'assaut, qui sont de suite redressés. Il y a aussi les cartes cachées. C'est-à-dire qu'on va jouer la carte et on va la cacher et qu'on va pouvoir la révéler, Ça, je les ai pas joué les cartes cachées encore, mais, ça je connais pas, elles sont pas ça dans les, tu les avais toi dans les, il y en avait ces cartes là. Donc en fait tu la joues et puis tu la joues mais tu l'utilises pour la cacher et donc en fait tu la retournes et tu vas pouvoir déclencher son effet plus tard. Ah oui, c'est des pièges, c'est des trappes. C'est des espèces de pièges. Ouais. Ok.
Cool. Bah écoute, je pense que on a fait un bon tour sur le jeu quand même. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires évidemment, comme ça nous ou on des a vos questions retours aussi, hein, ou des j'ai questions peut-être si jamais oublié des choses, mais je si pense vous que avez envie, j'ai été déjà, assez mais, exhaustif. Ouais. je pourrais faire une vidéo règle. Après, tu vois, ce qui pourrait être plus sympa qu'une vidéo règle un peu brute et dure de décoffrage, ça serait d'avoir les démo decks pour faire une partie en physique, parce que on peut le faire en numérique, mais moi j'aime bien jouer en mais physique, quand on aura les démo decks, on fera ça. Ouais, c'est ça. De faire une vidéo vraiment démo deck avec ce qu'on recevra, ça sera bien. Je pense qu'on a fait un grand tour de tout ça. Si jamais vous voulez précommander au niveau de la guerre à jeu, je vous invite à m'envoyer un mail. Il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des mails et je vous mettrai sur la liste, sachant que je vous dirai en fonction des attributions que j'ai eues. Moi, j'ai déjà précommandé un certain nombre, qui est évidemment réservé pour ceux qui m'ont déjà précommandé les cartes. Donc, j'arrive à peu près au bout de ce que j'avais demandé en préco. Et après, j'espère, comme disait, on va essayer d'utiliser nos nouveaux contacts. Voilà, les contacts et tout maintenant que tu es allé là-bas et tout ça. Et donc après, n'hésitez pas à envoyer un mail pour faire vos réservations, plutôt, et comme ça vous réservez, puis comme ça dès que moi je peux avoir du stock, et comme ça je pourrais vous réserver des cartes si effectivement le lancement c'est toujours un peu rock'n'roll on va dire sur tous les jeux et sur ce jeu-là effectivement je pense que ça va être le cas on aussi. va voir la pub qu'ils vont faire en France, ça arrive petit à petit, mais je pense que là rapidement ça a l'air quand même d'arriver aux oreilles des personnes. Ouais, ça commence à tourner un peu là. Ouais, c'est ça. Merci à toi, Julien. Merci, et puis à la prochaine alors. Ouais, et écoutez, bye bye, à tout bientôt. Au revoir. Ciao.